J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un dossier qui, disons-le franchement, résume à merveille l'écart sidérant entre ce que vit réellement l'Algérie et ce que prétendent les discours soigneusement emballés du pouvoir. Des discours doux comme du miel, mais qui piquent dès qu'on les goûte à la réalité. Pour les amateurs de vocabulaire un peu relevé, on appelle cela du lénifiant. Autrement dit, des paroles faites pour anesthésier les consciences, pour calmer les esprits, pour faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. On nous chante que la corruption, c'est du passé, que les liaisons dangereuses entre pouvoir et argent sale, c'est terminé, que les forces obscures de l'affairisme n'ont plus voix au chapitre. Bref, selon la version officielle, on serait en guerre. Une guerre juste, noble, sincère, contre la corruption. Mais ce que l'on va vous raconter aujourd'hui pourrait bien faire tomber ce joli décor de carton-pâte. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le président Tebboune a fait de la lutte contre la corruption son drapeau, son slogan, son identité politique. C'est sur ce combat proclamé avec tambour et trompette qu'il a bâti toute sa légende présidentielle. Une légende où il joue le rôle du justicier inflexible prêt à en découdre avec les pratiques douteuses. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans la Constitution revue et corrigée en 2020, un nouveau mastodonte administratif a vu le jour, la fameuse Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Rien que le nom, on sent déjà le sérieux. Cette instance a été imaginée pour surveiller les institutions de l'intérieur, renforcer leur bonne gouvernance, comme on dit dans les rapports, et garantir une intégrité exemplaire. Et pour bien officialiser tout ça, une loi est sortie des tiroirs le 5 mai 2022 pour définir son mode d'emploi, ses missions, son organigramme, bref, le package complet. Le hic, presque personne dans le pays ne connaît son existence. Une autorité anticorruption qui travaille dans l'ombre la plus totale. On pourrait presque croire que c'est fait exprès. Très récemment, un nouveau décret présidentiel, le NDEG 264, daté du 27 juin 2023, à ne pas confondre avec une erreur de frappe façon 2003, est venu enrichir l'arsenal réglementaire de notre fameuse autorité anticorruption. Ce décret précise, enfin, comment cette belle machine doit tourner son organigramme, ses mécanismes internes, bref, tout ce qui fait qu'elle fonctionne, ou du moins sur le papier. Installée confortablement à Alger, dans un siège bien établi au cœur de la capitale, la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, HPLC pour les intimes, est censée être le gardien de la probité nationale. Elle se veut garante d'une gestion publique juste, claire comme de l'eau de roche et éthique. Depuis juillet 2022, c'est une certaine Salima Msarati qui est aux commandes. Officiellement présidente discrète de nature presque invisible dans le paysage public, elle n'a pas été propulsée à ce poste à cause de son CV de combattante anticorruption ou son aura de droiture légendaire. Non. Mais qui sait, peut-être qu'elle est honnête, du moins on l'espère. Oui, on l'espère très fort. Lorsqu'on a décidé de se pencher sur cette fameuse autorité, ce n'était pas par hasard. En Algérie, il existe une constellation d'organismes qui brillent sur le papier. Cités en toutes lettres dans la Constitution, dotée d'un cadre juridique en béton, financé par l'argent du peuple. Ces structures officiellement créées pour servir l'intérêt général ne manquent pas de ressources. Elles ont des bureaux, des équipes, des budgets, des véhicules parfois, et des missions tout aussi nobles qu'ambitieuses. Et quand il s'agit de lutte contre la corruption, on touche là à un sujet sensible, stratégique, fondamental. Alors forcément, enquêter sur cette institution, c'est aussi s'interroger sur ceux qui la dirigent. Qui sont-ils? Comment ont-ils été choisis? Soyons clairs, je n'ai aucune animosité personnelle envers Madame Sarati. Mais le journalisme, ce n'est pas une affaire de sentiments. C'est pourquoi nous avons ouvert un dossier d'investigation sur les conditions de sa nomination, sur son parcours à la tête de l'institution et surtout sur ses relations pour le moins ambiguës avec certaines figures bien placées de l'État. Des relations qui, disons-le, soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Revenons à l'essentiel, notre fameuse Salima Msarati. D'après son CV officiel, elle voit le jour en 1975 à Aïn Romana, non loin de Blida, une région que je connais comme ma poche puisque j'y ai moi-même usé les bancs de la fac du côté de Souma. D'ailleurs, petit clin d'œil chaleureux aux habitants de Blida, une ville qui m'est chère. Aïn Romana, pour situer un peu, ce n'est pas le bout du monde, quelques kilomètres à peine séparent cette localité du cœur de Blida. Côté études, madame décroche sa licence en droit administratif en 1998. L'année suivante, elle obtient le CAPA pour exercer comme avocate, toujours dans le cadre de l'Université d'Alger.
Mais elle ne s'arrête pas là, elle poursuit avec un magistère en droit centré sur, devinez quoi, le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Une passionnée des textes fondamentaux en somme. Elle finit même par se spécialiser dans cet organe clé du système institutionnel algérien, enfin, avant qu'il ne cède la place à la Cour constitutionnelle instaurée en 2020. Bref, une juriste avec un goût prononcé pour la Constitution. Après son passage par diverses universités, dont certaines peu connues, on ne va pas se mentir, Madame Sarati a rapidement intégré l'université de Blida 2 en tant qu'enseignante. Il faut savoir qu'à Blida, il existe 2 pôles universitaires, Blida 1 où j'ai moi-même étudié, et Blida 2, inauguré en 2013 à Ain Romana, sous l'ère Bouteflika, un campus flambant neuf et plutôt agréable baptisé Ali Lounichi. C'est là qu'elle commence à faire ses armes dans l'enseignement supérieur, puis sans trop tarder, elle gravit les échelons. Très vite même. Professeure présidente de commission, les promotions s'enchaînent à un rythme qui laisse songeur. Certes, peut-être est-elle brillante. Peut-être. Et je n'ai aucune intention de remettre en question ses qualités académiques, ce n'est pas le but ici. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas son tableau d'honneur universitaire, mais plutôt son style de vie. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Poursuivons un peu notre plongée dans le parcours de Madame Sarati. Après avoir enseigné en tant que professeure à Blida 2, elle s'est imposée à la tête de plusieurs commissions scientifiques jusqu'en 2018. Puis, coup de projecteur, elle décroche un siège au sein du Conseil constitutionnel sous le règne bien connu d'Abdelaziz Bouteflika. Un conseil, rappelons-le, qui n'a pas sourcillé quand le président a voulu s'offrir un 4e, puis un 5e mandat. Oui, ce même conseil dont la vigilance constitutionnelle a été, disons-le gentiment, en mode veille prolongée pendant les années de dérive institutionnelle. En octobre 2019, en plein tumulte politique, Madame Sarati se retrouve propulsée sur la scène européenne. Elle représente l'Algérie à la Commission de Venise, un organe rattaché au Conseil de l'Europe chargé de conseiller les démocraties sur le papier du moins. Toujours fidèle à sa spécialité, elle poursuit dans le droit constitutionnel et aurait même joué les formatrices au sein d'un institut suisse œuvrant pour la protection des droits humains. Et aujourd'hui, surprise, c'est cette universitaire, dont la carrière s'est toujours déroulée dans les amphithéâtres et les commissions, qui pilote depuis 2022 la très solennelle Haute Autorité de lutte et de prévention contre la corruption. Une reconversion inattendue, voire déroutante. Parlons franchement, en Algérie, le salaire des enseignants frôle souvent le ridicule. Même lorsqu'on atteint le rang de professeur, on parle de quoi? 15, 20, peut-être 30 millions de centimes par mois. Primes incluses les bons mois. Seule exception, les professeurs de médecine. Ceux qui alternent entre salle de classe et salle d'opération peuvent, eux, dépasser les 50 voire 60 millions. À ce niveau, on titille presque les salaires ministériels. Les autres, eh bien, ils se contentent de ce qu'ils peuvent gratter encadrement de mémoire, soutenance de thèse. Ça monte parfois à 30 millions, mais ça reste rare. Et rappelons-le, on parle ici de dinars, pas d'euros. Alors forcément, lorsqu'on apprend que Madame Sarati, de son nom de jeune fille, Djabar, est mariée à un colonel de la gendarmerie, Monsieur Djabar donc, on comprend vite qu'on a affaire à un duo 100% fonction publique. Une enseignante, un militaire, un couple exemplaire sur le papier. Félicitations à eux, sincèrement. Sans ironie, ou presque. Il y a un principe tout simple, presque basique, quand on est à la tête d'un organisme censé incarner la transparence et traquer la corruption, on commence par montrer l'exemple. Avant d'exiger la clarté des autres, on commence par ouvrir son propre classeur de revenus. Mais voilà, dans le cas de Madame Sarati, ou devrions-nous dire Madame Djabar du nom de son époux colonel, les choses deviennent intrigantes. Ce couple de fonctionnaires, tous deux payés par l'État, réside dans un petit coin de paradis entre Berkadem et Saïd Hamdine, la très exclusive résidence Al-Jnan. Un nom qui rime avec grande luxe. On parle ici de duplex haut de gamme entre 3 et 5 pièces, avec toutes les prestations d'un 5 étoiles sécurité ascenseur privé parking souterrain, et un environnement qui respire l'élite. Ce n'est pas une résidence ordinaire, non. C'est l'un des lieux les plus huppés d'Alger. Et c'est là que vivent 2 serviteurs de l'État. Ça force l'admiration ou la curiosité. La résidence Al-Jnan ne sort pas de nulle part. Ce bijou d'immobilier a été conçu par un nom bien connu du milieu AMK Promotion. Aux commandes, un certain Sofiane Habah. Ça vous dit quelque chose? C'est l'un des promoteurs les plus en vue de la capitale, un artisan du luxe urbain qui façonne depuis plus de 30 ans des cocons réservés à l'élite. Ces projets ne sont pas faits pour tout le monde.
On parle ici de résidences pensées comme des palaces entre Saïd Hamdin Tain Teaïn et Belhadj. Vous trouverez des immeubles bardés d'équipements dernier cri. Au menu parking souterrain ultramoderne, visiophone, dernier modèle, cuisine et salle de bain équipée façon. Hôtel 5 étoiles, ascenseur privé, système de vidéosurveillance, 24h/24 citernes d'eau, intégrée et cerise sur le gâteau service de gardiennage digne d'une ambassade. La particularité d'Al-Jnan quasiment que des duplex. Oui, vous avez bien entendu des logements à étages spacieux prestigieux et bien entendu hors de prix. Le genre d'endroit où l'on ne vit pas, à moins d'avoir les moyens. D'après nos recherches, le logement dans lequel vivent Madame Salima Mati et son époux le colonel Jabbar n'a rien d'un petit appartement modeste. Non. Sa valeur est estimée à plus de 10 milliards de centimes. Vous avez bien entendu 10 milliards. Pour ceux qui préfèrent les conversions, cela dépasse les 660 000 € au taux officiel et plus de 350 000 € au taux parallèle. Une somme vertigineuse. Et là, une question s'impose. Comment un couple composé d'un professeur d'université et d'un colonel de la gendarmerie, deux postes honorables mais fonctionnalisés, a-t-il pu financer un tel bien immobilier? Faisons les comptes. Côté gendarmerie, les salaires tournent entre 15 et 20 millions de centimes par mois. Pour elle-même, en grossissant les chiffres, disons 40 millions. Ensemble, cela donne au mieux 60 millions par mois dans un scénario très généreux. Sur l'année, cela fait quoi? 720 millions à peine? Même pas 1 milliard. Et avec ça, on achèterait un appartement à 10 milliards. Sérieusement, il y a quelque chose qui cloche dans l'équation. Ils ont vécu, ils ont consommé, ils ont sûrement eu leurs dépenses comme tout le monde. Mais alors, comment ont-ils fait pour s'offrir un bien qui vaut entre 10 et 13 milliards de centimes? Et attention, on parle là d'une estimation basse. Dans une résidence aussi huppée, un duplex de 5 pièces peut aisément grimper jusqu'à 13 milliards. Et selon nos enquêtes, c'est justement ce type de logement qu'occupe Madame Salima Sarati, actuelle présidente de l'instance censée surveiller la transparence et traquer les enrichissements suspects. Ironique, non. Alors on se pose forcément des questions. A-t-elle touché des primes exceptionnelles durant ses éventuelles missions à l'étranger? A-t-elle été rémunérée en devises qu'elle aurait précieusement mises de côté? A-t-elle miraculeusement réussi à économiser plusieurs milliards en étant professeure? Ou peut-être tout simplement a-t-elle contracté un prêt bancaire gigantesque pour s'offrir ce bijou immobilier? Dans tous les cas, pour un couple de fonctionnaires, l'opération sent le mystère et le compte bancaire bien garni. Je le répète, pour qu'on comprenne bien, on ne parle pas ici d'un petit appartement coquet. Non, c'est du grand standing du très haut de gamme. En Algérie, quand un responsable d'État accède à un certain rang, le logement de fonction vient souvent dans le package. C'est classique, l'État fournit l'hébergement. Les ministres, les généraux, les patrons des services sensibles, beaucoup sont logés directement à Club des Pins, la résidence officielle de la haute hiérarchie. Club des Pins, c'est l'élite logée, nourrie, protégée. Sécurité renforcée, personnel de cuisine, hygiène impeccable, accès direct à une plage privée, salle de sport et même un centre de thalassothérapie en construction. Bref, c'est l'État qui régale. Alors, peut-on vraiment comparer Club des Pins avec la résidence Al-Jnan? Techniquement, non. Car Al-Jnan, elle, c'est du privé. Et entre nous, c'est presque plus luxueux ou du moins plus raffiné que Club des Pins. La différence à Club des Pins, c'est l'État qui paye. À Al-Jnan, c'est votre propre compte bancaire qui doit suivre. Et là, toute la subtilité du problème commence. Le complexe de Club des Pins, qui englobe aussi Moretti, ne se contente pas de loger l'élite politique et sécuritaire algérienne, il leur offre également des infrastructures sportives sur mesure. Certains résidents sont d'ailleurs propriétaires de villas achetées à prix d'or. D'autres habitent d'anciennes bâtisses coloniales réhabilitées. Mais dans l'ensemble, la majorité des logements, chalets, villas, résidences confortables, sont construits par l'État puis attribués à une centaine de hauts responsables triés sur le volet. On a déjà évoqué les chiffres. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est la résidence Al-Jnan, un tout autre monde. Un domaine privé fermé conçu pour les plus riches, ce n'est pas un logement de service, ce n'est pas un cadeau de l'État. C'est un bien acheté de manière privée. Et dans ce bien-là vit la présidente de l'institution qui est censée traquer la corruption en Algérie. Et comme, sans surprise, elle refuse de répondre à nos questions, que ce soit par mail ou par téléphone, je profite de cette vidéo pour m'adresser directement à elle et à son époux, le colonel Jabbar. Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment, avec 2 salaires de fonctionnaire, vous avez pu devenir propriétaire d'un duplex aussi luxueux dans l'un des quartiers les plus chers de la capitale.
On parle de biens immobiliers dont les prix oscillent entre 9 et 13 milliards de centimes, selon la surface, le nombre de pièces, les équipements. Comment peut-on incarner la lutte contre la corruption tout en affichant un patrimoine qui lui suscite plus de doutes que de réponses? Si elle était elle était entrepreneuse, chef d'entreprise ou femme d'affaires, passe encore. Mais là, c'est une autre histoire. Soyons clairs, si l'appartement de Madame Sarati avait coûté dans les 5 à 6 milliards de centimes, j'aurais haussé les épaules. Rien de choquant. Après tout, elle a une carrière, un poste, un mari colonel. Ils auraient pu économiser, contracter un prêt immobilier classique et s'offrir ce bien. Un prof payé 15 à 20 millions de centimes par mois depuis les années 2000, en une décennie, ça peut mettre de côté 1 milliard ou 2. Ajoutez un crédit bancaire et hop, vous voilà propriétaire d'un logement moyen standing. Mais là, on parle d'un bien à plus de 10 milliards, voire 13 milliards de centimes dans certains cas. Là, c'est plus la même catégorie. Là, il faut avoir du coffre, un matelas financier solide, voire une vraie petite fortune. Et pour qu'une banque accepte de vous prêter une telle somme, il faut un apport initial musclé au moins 2 à 3 milliards en cash. Sinon, c'est niet, à moins que quelqu'un n'ait facilité l'opération. Soyons lucides, pour acquérir un bien d'une telle valeur, il faut bien plus qu'un simple bon salaire. Il faut des appuis, des relations bien placées, ou peut-être des circuits de financement moins reluisants, des avantages discrets, des faveurs bien ciblées, ou des économies dont l'origine soulève des questions. Attention ici, on ne lance aucune accusation. On n'affirme rien. Il n'y a à ce stade aucune preuve formelle. Je ne dis pas que Mme Sarati ou son mari, le colonel Jabbar, sont impliqués dans des affaires de corruption. Mais les doutes deviennent beaucoup plus crédibles quand on sait comment elle a été nommée. C'est un certain BAM, directeur de cabinet de l'époque Abdido, qui aurait soufflé son nom. Un personnage lui-même englué dans de nombreuses affaires louches, soupçonné d'enrichissement personnel, de collusion avec des milieux d'affaires troubles et d'une passion prononcée pour l'argent rapide, peu importe d'où il vient. Ce même homme qu'on associe à des villas luxueuses à Oran, à des partenariats étranges avec des PDG de grandes entreprises publiques ou encore à certains hommes d'affaires au profil, disons, opaque. Ce fameux BAM, qui a joué un rôle clé dans la nomination de Mme Sarati, n'est pas un inconnu dans les sphères du pouvoir économique algérien. En tant que bras droit du président, il est l'interlocuteur direct des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. C'est lui qu'on appelle pour débloquer une autorisation, régler un contentieux ou huiler les rouages d'un projet coincé dans l'administration. Mais ce monsieur ne s'est pas arrêté là. D'après nos informations, il aurait reçu une villa estimée à plusieurs milliards de centimes généreusement vendue par un ami promoteur Ben Milissa aujourd'hui, en fuite à l'étranger depuis près d'1 an. Ce dernier aurait surpayé ce bien, un montant largement supérieur à la valeur réelle du bien. Pourquoi une telle générosité? La question reste ouverte. Il faut dire que BAM n'est pas un novice, ses connexions avec des figures comme Toufik Hakari, ex-PDG de Sonatrach, ou encore Kamel Moua et d'autres hommes d'affaires bien connus sont documentés. Quant à son fils Nordine, son style de vie entre Espagne, France et Algérie affiche une opulence décomplexée aux antipodes de la discrétion attendue dans la haute fonction publique. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle et sûrement pas la dernière. Son amour assumé pour le luxe et l'argent, ça ne fait aucun doute. Ce n'est un secret pour personne. Et franchement, si cette passion provenait d'un parcours dans le privé, en tant qu'entrepreneur, consultant indépendant ou patron d'entreprise, il n'y aurait rien à redire. Gagner beaucoup d'argent en dehors de la fonction publique, c'est légitime. Tout le monde a le droit de réussir. Mais quand on est haut fonctionnaire de l'État, la donne change. Et c'est là que le bas blesse. Prenez Bohem Bolam par exemple. C'est lui qui a mis tout son poids pour faire nommer Mme Sarati à la tête de la fameuse autorité de lutte contre la corruption. Il l'a parrainé, soutenu, imposé, même malgré les regards sceptiques. Or, quand on occupe un poste public, surtout dans un pays comme l'Algérie où les salaires dans la fonction publique sont notoirement bas, on se doit de faire preuve d'une exemplarité irréprochable. Cela implique de justifier clairement l'origine de sa fortune, d'expliquer comment on a pu acquérir tel ou tel bien et de montrer une transparence totale dans la gestion de son patrimoine. Parce que, soyons honnêtes, les revenus d'un fonctionnaire lambda ne permettent pas d'acheter des appartements à plusieurs milliards de centimes, sauf si on joue dans une autre ligue ou qu'on a bénéficié d'un petit coup de pouce bien placé. Quand une personne possède un appartement d'une valeur comprise entre 10 et 13 milliards de centimes, ce n'est clairement pas quelqu'un qui vit au jour le jour. Ça ne tombe pas du ciel, il y a
Il y a forcément un patrimoine déjà bien fourni, des entrées d'argent solides, des revenus réguliers et élevés. Et n'oublions pas, un bien immobilier de ce standing, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a le reste, les dépenses du quotidien, les repas, les vêtements de marque, les frais de scolarité des enfants, les voitures, les vacances. Bref, tout un train de vie digne d'un prince. Et ce genre de niveau de vie, surtout dans le contexte algérien, ne colle pas avec ce que l'État tente de montrer, un régime sobre dirigé par des responsables purs, détachés de l'argent sale allergique à la corruption. Alors oui, si Madame Sarati résidait dans un logement de fonction à Club d'Épargne, on pourrait dire, bon, c'est l'État qui loge ses cadres. Mais là, on parle d'un patrimoine privé hors de portée du commun des fonctionnaires. Et ça interpelle, ça mérite des explications. Parce que dans un État qui se veut exemplaire, ce genre de détail fait tâche. Chez Algéripar, on ne lâche pas l'affaire. Face au silence obstiné de Madame Salimam Salati, comme de la majorité des dignitaires du régime d'ailleurs, nous avons décidé d'innover. Puisqu'ils évitent nos appels et ignorent nos questions, on s'adresse à eux à l'antenne publiquement devant vous, peuple algérien. C'est devenu une règle, on met tout sur la table en toute transparence et on fait appel à votre jugement, chers compatriotes. Nous avons donc voulu interpeller Madame Salati, pas pour l'accuser, mais pour comprendre. Elle est censée traquer les scandales de corruption, détecter les abus, signaler les pratiques mafieuses. Or voilà que des doutes pèsent sur elle-même. En toute logique, elle devrait être la première à jouer la carte de la transparence, à éclaircir l'origine de son patrimoine. Car à ce jour, à part avoir été enseignante à l'université, puis membre du Conseil constitutionnel, rien dans son parcours ne justifie un tel train de vie. A-t-elle touché des primes mirifiques? Est-ce que les membres du Conseil constitutionnel perçoivent des revenus royaux mystères? Mais ce que l'on sait, c'est que les fonctionnaires algériens tournent à 30, 40, au mieux 50 millions de centimes par mois. Alors comment, avec ces salaires, peut-on s'offrir un duplex somptueux à la résidence Al Junan, évalué aujourd'hui entre 10 et 13 milliards de centimes, soit plus de 660 000 euros? Franchement, il y a matière à s'interroger. Ce n'est ni une attaque personnelle ni une diffamation, c'est un travail journalistique. Et poser ces questions à la présidente de l'institution censée lutter contre la corruption, c'est un devoir citoyen.